Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Aujourd'hui, on se refait une petite FAQ où je vais répondre à votre question. Et on a une nouvelle FAQ à thème. Et le thème aujourd'hui, c'est l'équipe, la délégation et la productivité. On a eu, il y a quelques semaines déjà, un épisode avec Paul. Paul qui est la première personne que j'ai recrutée à plein temps chez Marketing Mania. Donc la personne avec qui je travaille depuis le plus longtemps, la personne qui connaît bien les process. On a fait un épisode ensemble. Et on a parlé notamment de la manière dont la boîte s'organise, la manière dont on recrute, la manière dont on gère notre travail de manière quotidienne et de manière hebdomadaire. Donc ça, vous pouvez aller voir dans le flux RSS, sur Apple Podcast, sur quelle que soit l'application de podcast que vous utilisez. Ça s'appelle « Dans les coulisses de Marketing Mania ». Vous pouvez aller voir sur toutes les bases. Maintenant, à la fin de cet épisode, on va proposer une adresse email que je vais vous redonner là. C'est faq@marketingmania.fr. Vous pouvez envoyer votre question courte directement en email ou, c'est encore mieux, m'envoyer un petit fichier audio de moins d'1 minute qui donne votre question parce que j'ai tendance à privilégier les fichiers audio dans ces épisodes FAQ. Donc, on a vu cet épisode avec Paul. On avait traité des principales questions que vous aviez eues sur le sujet, notamment à quel moment externaliser, quand est-ce qu'on décide s'il faut prendre une personne en freelance ou une personne à plein temps. Tout ça, c'est traité dans l'épisode précédent. Donc là, on va traiter des questions de follow-up que vous aviez suite à cet épisode. Donc sans plus de transition, on va passer sur la première question. La première question nous vient de Romain qui dit « Suite au podcast fait avec Paul, durant lequel vous avez évoqué le renforcement de l'équipe, je me pose une question. Bien que Marketing Mania soit une marque à part entière, elle est fortement incarnée par Stan. C'est pour obtenir ses conseils, ses feedbacks que le contenu est consommé, du moins à mon avis. Comment faites-vous pour gérer cela ? La personne désormais chargée de répondre aux mails n'est pas Stan Leloup, elle n'a probablement pas encore son expérience ni son mindset. En interne, comment procédez-vous à un tel transfert de connaissances pour garder le niveau de qualité ? J'imagine que les questions sont redondantes, mais visiblement vous faites du mini-conseil en fonction de chaque projet. D'un point de vue externe, sentez-vous le besoin de rassurer votre communauté sur ce point ? Merci Romain pour ta question. Et je dirais que c'est quelque chose qui moi aussi m'a beaucoup trituré pendant un moment. L'avantage, c'est que la réalité, c'est manœuvrer pour me forcer un peu à prendre cette décision. C'est-à-dire qu'à un certain point, bien sûr, les gens qui envoient un email à bonjour@marketingmania.fr, qui est l'email d'entrée sur la plupart des personnes, la plupart des gens qui envoient un email là, ils seraient contents d'avoir un retour direct de ma part. Le problème, c'est que à l'échelle auquel on opère aujourd'hui, au niveau du business, au niveau de l'audience, au niveau de tout ce qui se passe, ça ne serait pas faisable. Donc en fait, j'ai deux options, c'est soit j'arrête de répondre aux gens, soit je trouve une manière pour leur répondre de manière qui soit scalable. Et c'est aussi valable d'une certaine manière sur l'accompagnement des formations, même si c'est beaucoup moins une problématique sur l'accompagnement qui est lié à mes formations, puisque une fraction en fait des gens qui bien sûr sont dans l'audience vont être clients, et donc on a encore pu structurer. Aujourd'hui, je réponds à toutes les questions directement de mes clients. Ça veut dire que j'ai besoin de répondre à toutes ces questions. Il y a plein de questions de clients qui sont plus faciles à répondre, notamment bien sûr tous les problèmes techniques, ça je m'en occupe pas, mais toutes les questions marketing, j'ai encore la possibilité d'y répondre. Maintenant, plus largement, tu peux dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de répondre aux questions qui viennent d'un lancement. Et souvent, les questions qui viennent d'un lancement de produit vont être assez pointues sur la situation de la personne. Et la personne se demande, est-ce que cette formation est adaptée à ma situation ? Et il faut lui répondre en détail, il faut bien connaître les choses. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement sous-traité à un assistant que tu as trouvé sur Odesk ou sur Upwork. Il faut avoir quelque chose de plus profond. Et c'est pour ça notamment que j'ai recruté des gens qui étaient là à plein temps. Donc dans ta question, il y a deux aspects que tu mentionnes. Le premier, c'est comment est-ce que je gère la transmission de connaissances, donc comment est-ce que je forme l'équipe pour qu'eux puissent répondre de manière compétente aux questions, notamment aux questions qui arrivent sur les formations, quand on est en train de proposer une formation et les gens se demandent si ça va correspondre à leurs besoins. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on communique à l'extérieur sur cette question. Donc c'est deux choses différentes que je vais traiter l'une après les autres. Le premier point, c'est donc la transmission de connaissances. Et là, en fait, au départ, je me suis dit, tiens, ok, comment est-ce que je vais faire pour avoir une personne qui va avoir la même qualité de travail que moi ? C'est un vrai problème. Et d'un coup, j'ai un truc qui m'a tapé comme ça dans la tête et je me suis dit, mais en fait, ce que je suis en train de réfléchir, c'est complètement idiot parce que je suis en train de faire une formation
Donc, je suis en train de dire, OK, je suis capable de transmettre ma compétence à quelqu'un d'autre. Je suis capable de former mes clients. Je devrais être encore plus capable de former mon équipe. Et je devrais être capable, au final, de former mon équipe beaucoup plus rapidement qu'un client, puisque mon équipe, je l'ai à côté de moi. Et notamment, j'ai découvert que l'élément le plus important pour former l'équipe, c'est la rapidité d'itération et le feedback. Donc, ça paraît tout bête, mais plus tu peux donner de petits projets à une personne sur laquelle il peut travailler et lui donner du feedback sur l'ensemble de ses projets, plus il va apprendre la manière dont tu travailles, la manière dont tu réfléchis. Et ça, c'est valable. Par exemple, je vais donner un exemple qui n'est pas lié au support client. On a une chaîne sur laquelle on publie des extraits de ce podcast qui s'appelle Podcast Marketing Mania. Tu tapes ça sur YouTube, tu trouveras des extraits. On publie une vidéo par jour. Pour chacune de ces vidéos, il faut un titre. Et la production des titres pour tous ces extraits de vidéos a été une bonne manière pour moi de former les gens de mon équipe à l'écriture de titres pour YouTube. Parce qu'il y en avait un par jour, donc il y a une itération qui est assez significative. Donc je l'ai fait avec Paul au départ pour vraiment former Paul et on l'a validé ensemble. Et une fois que j'ai trouvé que Paul était à un niveau qui était compétent sur la création de titres, je l'ai laissé le gérer lui-même. Et maintenant, il y a une autre personne qui s'occupe de gérer la production de ces extraits et la sélection des titres. Et c'est Paul maintenant qui va faire mon job d'avant. C'est lui qui va donner le feedback et valider les titres et dire voilà, là, tu aurais pu faire ça, tu aurais pu faire ça. Donc maintenant, on est même à un cran au-dessus, c'est-à-dire que j'ai suffisamment bien formé Paul pour que lui soit capable de former des gens à le faire de leur part. Donc, ça, c'est un exemple qui n'a rien à voir avec le support client, mais bien sûr, le support client a un petit peu le même caractère dans le sens où tu as un volume de questions qui est significatif. C'est-à-dire que quand tu reçois des dizaines et des dizaines d'emails par jour, et parfois ça monte bien au-dessus de ça quand on est en lancement, tu as des dizaines de cas par jour où tu peux former la personne. Et donc, ce que tu vas découvrir, c'est qu'il y a des niveaux de difficulté qui sont très variables si on les demande. Il y a vraiment des questions qui sont basiques auxquelles on peut répondre en jour 1. Il y a des gens qui vont te poser une question du type, voilà, est-ce qu'il y a une garantie sur la formation ? Combien de temps dure la formation ? Est-ce que j'ai toujours accès dans 6 mois ? Les questions qui sont, au final, tu pourrais dire qu'elles sont répondues sur la page de vente, mais après, les gens n'ont pas forcément tout lu en détail, ils ont des petites questions factuelles où une personne, en jour 1, qui comprend ce que tu vends, est capable de répondre. Donc, le deuxième niveau, ça serait une question dont la réponse se trouve dans la formation. Par exemple, si tu t'intéresses à une formation comme la solution, ma formation pour les freelances, et que tu es un freelance et que tu te demandes si telle ou telle technique qui est mentionnée dans la formation peut être intéressante, bien sûr, dans la formation, je t'explique si la technique est intéressante et quel est le cas de figure. Donc, toute personne qui connaît bien la formation et qui l'a suivie en détail et qui connaît les instructions que je donne dans la formation serait capable de répondre à la question, puisque je donne la réponse directement dans la formation. Le niveau encore au-dessus, ça serait toute question qui demande une analyse particulière ou un feedback. Donc, par exemple, une personne qui veut un retour sur son idée ou ce genre de choses, et qui veut savoir si la formation est adaptée à son idée. Là, il y a un peu de réflexion, mais encore une fois, tu peux expliquer à quelqu'un dans quelle situation c'est pertinent ou pas. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'à chaque fois que la personne qui gère le support client ne sait pas comment répondre à une question, il va monter d'un cran. Donc au départ, c'était juste Paul et moi, donc à chaque fois que Paul ne connaissait pas une réponse, il me demandait. Au départ, il me demandait presque sur 70% des questions. Assez rapidement, c'est descendu à 50, 40, 30. Pendant un long moment, c'était vraiment très peu, c'était peut-être 5 à 10% des questions. Et maintenant, il n'y a presque aucune question qui remonte jusqu'à moi. C'est-à-dire que pour qu'une question remonte jusqu'à moi aujourd'hui, il faut que ça soit d'une complexité vraiment jamais vue. Donc une personne notamment qui a un très gros business, donc qui a beaucoup de choses en cours, qui a beaucoup de complexité, et de se dire est-ce que ça serait pertinent de mettre en place une stratégie de contenu, par exemple, comme le déclic. Et là, ça peut remonter jusqu'à moi, mais c'est au final rarissime par rapport au nombre de questions qui sont là. Donc on peut considérer presque que c'est négligeable. Et donc tu vas faire monter les gens en niveau de compétence, et tu vas découvrir en fait qu'il y a vraiment un 80-20 qui est que à partir du moment où la personne arrive, elle est déjà capable de répondre à énormément de questions tout seul et de t'économiser beaucoup de temps. Et donc toi, tu n'as plus qu'à passer 20% de ton temps, mais pour répondre aux 80% des questions un peu épineuses, et graduellement, ça va se réduire. Et en fait, comme tu as une telle itération dans les réponses, et que la personne qui répond aux questions, par exemple, si elle n'est pas sûre, elle peut te demander de valider la réponse avant de l'envoyer et d'avoir un feedback dessus.
Si elle envoie la réponse, elle peut te mettre en copie pour que tu puisses toi-même donner un feedback ensuite là-dessus. Donc, avec ce niveau de feedback, et tu es là tous les jours avec quelqu'un, les gens vont apprendre vite. Donc, c'est comme ça que tous les mails qui sont envoyés à une adresse email publique vont pouvoir être aujourd'hui délégués. Et ce que tu vas découvrir, c'est qu'à terme, ton équipe va répondre bien mieux que toi. Il y a un problème avec moi quand je réponds aux questions, c'est-à-dire que, imagine que je suis tout seul et je dois répondre à toutes les questions, et je reçois un jour 150 emails. Je suis vraiment motivé à expédier ces emails le plus vite possible. D'abord parce que j'ai autre chose important à faire dans mon business, j'ai des rôles qui sont critiques et que personne d'autre ne fait. Et aussi, j'ai beaucoup de questions auxquelles répondre. Donc, plus le volume augmente, plus ma qualité personnelle de réponse va descendre parce que j'ai tellement de questions auxquelles répondre. Maintenant, si je recrute quelqu'un qui s'occupe du support client, plus il y a de volume de questions, plus la personne a de pratique, plus ses réponses sont bien. Et on peut imaginer que si j'ai déjà pu former une personne au support client et qu'on arrive à une situation où la personne du support client devient tout aussi débordée que moi je l'ai été à l'époque. C'est-à-dire qu'elle fait plus que ça et elle a plus le temps et elle est obligée de brusquer ses réponses, et on engage une deuxième personne. Donc une fois que tu as fait cette démarche une première fois, tu sais que tu peux la refaire. Et une fois que je l'ai fait au final avec Paul, j'ai pu la faire avec d'autres personnes et recruter d'autres personnes. Et aujourd'hui, il y a des membres de mon équipe qui sont plus experts que moi sur certains sujets, sur certaines questions. Notamment, c'est le cas sur ActiveCampaign. ActiveCampaign, c'est un outil de gestion des emails, d'automatisation des emails qu'on utilise chez Marketing Mania depuis très longtemps. J'utilise même avant Marketing Mania, j'ai migré dessus à l'époque où je travaillais sur mon site Séduction Academy. Et c'est un outil que j'utilise beaucoup et que je connais bien, mais depuis que Paul est arrivé, c'est plus moi qui suis dans le cambouis de cet outil-là, en fait. Donc, je sais exactement ce que l'outil peut faire et ne peut pas faire, mais si tu me demandes comme ça comment faire telle ou telle chose, il faudrait que j'aille revoir pour exactement ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible dans le détail de l'interface, disons. Donc, par exemple, si tu as des questions sur des sujets comme cela, les sujets qui sont plus techniques par rapport aux outils qu'on utilise, comment est-ce qu'on fait telle ou telle chose dans les outils, je ne suis plus la meilleure personne pour y répondre parce que je suis un tout petit peu détaché de ces préoccupations purement techniques. Maintenant, la deuxième partie de ta question portait sur la communication. Donc ça, c'était vraiment sur la transmission de compétences en interne. La deuxième partie de la question portait sur la communication. Comment est-ce que je fais pour que les gens ne soient pas déçus de ne pas me voir répondre directement? Et je dirais qu'on a vraiment travaillé là-dessus au départ au sein de la communauté, parce que Paul avait un rôle direct et intense au sein de la communauté, notamment dans la gestion des groupes de travail. Donc là-dessus, il avait une autorité totale essentiellement. Il fallait que les gens le voient comme étant le porte-parole de Marketing Mania sur les groupes de travail, et que c'est lui qui décidait si ça commence tel jour, ça commence tel jour, et c'est lui qui l'a dit. Et peu à peu, il a pris beaucoup plus un rôle d'accompagnement directement, donc plutôt que simplement un rôle de support sur les différentes opérations qu'on faisait sur le forum, sur la communauté. Il a pris un rôle d'accompagnement, de pouvoir répondre directement aux questions des gens, pouvoir leur donner des feedbacks vidéo, parce que par rapport à tout ce travail qu'on avait fait ensemble, il avait pris les compétences de pouvoir le faire. Donc, il y a certaines choses qu'on a fait ensemble, notamment on a tourné des vidéos de formation ensemble. Il est venu sur le podcast, bien sûr, il y a quelques semaines, et je pense qu'il y sera sans doute à nouveau, parce qu'il joue un rôle énorme en interne et dans la communauté. Et évidemment, le fait de le mettre en avant publiquement dans du contenu permet aussi de renforcer cet élément de crédibilité, de dire que Stan respecte vraiment ce mec-là, et donc moi aussi je peux le respecter. Donc je transfère une partie de ma crédibilité par association, et simplement en disant que moi je lui fais totalement confiance sur ce genre de choses. Et donc toi, tu peux aussi lui faire confiance là-dessus. Et c'est quelque chose qui a bien marché parce que maintenant, on a mis en place un programme de coaching. Donc ça veut dire que les gens payent spécifiquement pour avoir les conseils de Paul. Donc les gens sont prêts à payer un programme de coaching en sachant que Paul va être leur coach parce qu'il est extrêmement compétent et parce qu'on a pu mettre en place en interne au sein de la communauté les preuves de sa compétence. Et je pense que publiquement, on a moins travailler là-dessus. Je pense que la première fois qu'il a été mis en avant publiquement, c'était le podcast qu'on a fait ensemble. Et bien sûr, là, je reparle de lui. Mais c'est quelque chose qui viendra graduellement, sachant bien sûr que le niveau de crédibilité dont tu as besoin pour répondre à une question
sur une formation, par exemple, avant de l'acheter, c'est simplement de savoir si la personne travaille chez Marketing Mania et connaît la formation. Il n'y a pas besoin d'être un expert du marketing pour savoir si le déclic convient à ton projet sur la création d'un blog. Donc, pour clarifier là où on en est aujourd'hui à ce niveau-là, je réponds personnellement à toutes les questions des clients des formations Marketing Mania au sein de la communauté via des consultations que je fais toutes les semaines où je réponds en vidéo absolument toutes les questions. Je vais m'appuyer sur Paul pour faire l'accompagnement au sein de la communauté, les groupes de travail, répondre à certaines questions qui sont plus rapides et qui sont plus immédiates, et notamment gérer l'ensemble du programme de coaching. Donc Paul a ses propres coachés qui gèrent au sein de la communauté, et on a une autre personne qui s'occupe du support client sur les emails. Donc, si vous envoyez un email à Marketing Mania pour me recommander une ressource, pour me poser une question, pour poser une question sur une formation, tout ce genre de choses est géré par une troisième personne qui gère tout ça. Ça fonctionne très bien, ça me permet d'efficacement former les personnes qui travaillent avec moi, les membres de mon équipe, à un point où presque ils vont rapidement atteindre un niveau où je sens qu'ils peuvent être employés même autre part que simplement à répondre à des emails. Donc, c'est un très bon moyen pour moi de former les gens. Le niveau de qualité reste parce que on a des feedbacks. Si la personne n'est pas sûre, elle peut toujours demander à une personne qui sait, et à la fois avoir la réponse que la personne aurait eue et à la fois former cette nouvelle personne. La question suivante nous vient de Hugo, qui avait eu déjà une de ces questions qui était passée dans un podcast précédent sur la FAQ YouTube. Donc là, je vais bondir directement au milieu de son enregistrement qu'il m'a envoyé pour juste vous passer la deuxième question. J'ai une deuxième question qui concerne un peu plus l'équilibre mental, parce que je sais que avant tu étais un peu un bourreau de travail, que tu travaillais énormément et que quand tu le faisais pas, tu avais ce sentiment de culpabilité qu'on connaît tous, je pense. Mais dans une de tes vidéos récentes où tu détailles un peu ta vie à Bangkok, il me semble, t'as dit que maintenant tu travailles plus le week-end ou très rarement le samedi et que tu as des horaires de travail qui semblent assez raisonnables. Donc je voulais savoir comment tu avais fait pour changer un peu de mentalité, d'état d'esprit, et est-ce que maintenant tu as encore ce sentiment de culpabilité parce que tu pourrais en faire toujours plus, ou est-ce que vraiment tu as réussi à complètement changer d'état d'esprit? Voilà, merci pour ton aide encore une fois et pour tes conseils précieux, et je te souhaite beaucoup de succès pour la suite de tes aventures. Merci Hugo pour la question. En réalité, l'impression que je travaille moins d'heures qu'avant, c'est une illusion, parce que avant, je travaillais vraiment en dents de scie, c'est-à-dire que je travaillais comme un acharné, sans faire aucune pause, de manière très intense. Après, j'étais épuisé, j'en pouvais plus, j'avais plus du tout envie de travailler, et j'arrivais plus du tout à me mettre à bosser, jusqu'à me sentir coupable, me sentir nul, et après repartir et rebosser à fond. Et comme je sentais que j'avais pas bossé pendant un moment, je me sentais encore plus coupable, donc je sentais que je pouvais pas faire de pause, qu'il fallait que je fasse à fond pour rattraper essentiellement tout le travail que j'avais pas fait. Donc j'allais jusqu'au burn-out et ainsi de suite. Donc j'étais sur des cycles comme ça qui faisaient que, vu de l'extérieur et même vu de l'intérieur, j'avais l'impression d'être épuisé, de travailler à fond. Mais au final, si tu vraiment mesurais la productivité que j'avais, à la fois en termes d'heures et surtout en termes de production, c'était pas tant que ça au final. Et la chose qui a beaucoup changé au fil du temps, c'est que j'ai des habitudes de travail qui sont devenues très régulières, très concentrées. Je suis très sélectif sur ce sur quoi je travaille et ce sur quoi je ne travaille pas. Et bien sûr, il y a tout l'aspect délégation dont on pourra parler. Mais globalement, ce qui a principalement changé au départ, c'est que j'ai commencé à réaliser qu'il y avait ce schéma de comportement et que les jours où j'étais en bonne énergie, j'avais tendance à vraiment pas arrêter de travailler. C'est-à-dire que je travaillais, je prenais pas de pause pour manger, je prenais pas de pause pour rien, j'enchaînais les tâches jusqu'à vraiment être épuisé. Si à la fin de la journée, j'étais pas épuisé en mode je peux à peine réfléchir, je sentais que j'avais pas assez travaillé. Et le problème, c'est que une fois que tu es épuisé comme ça, à un moment donné, tu récupères plus et du coup, tu n'as plus envie de travailler. Et souvent, je devenais malade. Alors, j'ai jamais vraiment su exactement quelle était la source, mais j'avais vraiment ce moment où tu vois, je tombais vraiment malade. Genre,
j'avais une migraine ou je vomissais, etc. Enfin, j'étais vraiment physiquement malade, mais ça tombait toujours à pic, tu vois. C'était toujours vraiment, ah tiens, ça tombe bien, tu vois. Parce que être malade, c'était la seule manière dont je pouvais prendre une pause sans me sentir tu vois, sans me sentir coupable, quoi. J'avais une bonne excuse. C'est ma seule excuse. Et donc, du coup, j'avais cette suspicion que mon corps, il y avait un espèce de truc psychosomatique où je devenais malade parce que mon corps savait que c'était la seule manière où j'allais vraiment prendre une pause et arrêter de bosser. Et j'ai jamais vraiment su, et je saurais pas dire vraiment si c'était le cas ou si c'était autre chose ou si c'était juste ou si la causation était inverse, c'est-à-dire que j'étais fatigué donc mon corps tenait pas la route, peu importe. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait ici un schéma qui avait pas trop de sens. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu améliorer en étant beaucoup plus régulier sur les heures de travail et en travaillant pas au-delà d'une certaine heure et en travaillant pas le week-end. Donc en commençant à avoir des pauses qui étaient prévues à l'avance et non pas des pauses qui étaient dictées par le moment où j'étais vraiment trop épuisé ou trop déprimé pour travailler. Donc ça a été une grosse amélioration, non seulement au niveau, tu vois, de la santé mentale, mais simplement au niveau de la productivité globale. Parce qu'au final, si tu additionnais tous les moments où je ne travaillais pas parce que je n'avais pas la force de le faire, j'aurais pu prendre quelques vacances. C'est un point sur lequel je travaille encore. Aujourd'hui, je ne travaille pas après une certaine heure le soir. Donc en général, c'est d'arrêter à 17h. Parfois, ça peut m'arriver de travailler jusqu'à 18h, 18h30. Mais avant, notamment quand j'étais au Vietnam, il y a un truc cool, c'est qu'ils ont une culture énorme du café. Et donc, tu as vraiment des coffee shops qui sont ouverts à 24 heures sur 24. Et moi, je pouvais vraiment débarquer au coffee shop après le dîner à 21h et bosser jusqu'à 2-3 heures du matin. Et ça, je ne l'ai pas fait depuis des années. Vraiment pas. Notamment parce que à partir du moment où tu bosses jusqu'à 3 heures du matin, le temps que tu redescends dans ton adrénaline, tu n'es pas couché avant 4h30, 5h. Donc, au niveau des heures de sommeil, ce n'était pas forcément optimal. Un point sur lequel je travaille encore sur ce sujet très précis, c'est au niveau des vacances. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés à prendre des vacances. Donc, de vraiment prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines qui sont planifiées au-delà de ma routine. Donc, j'ai une bonne routine chaque semaine, mais j'ai encore du mal à apprécier cette routine et faire autre chose. J'ai l'impression d'avoir toujours beaucoup de projets en cours, beaucoup de choses qui comptent sur moi. J'ai l'impression que chaque semaine est une denrée ultra précieuse. Et perdre une semaine ou 2 semaines où je ne travaille pas me semble parfois difficile à envisager. Donc, c'est encore le point sur lequel j'ai besoin de travailler. Je pense que je peux appliquer mon propre conseil, non seulement au niveau micro, c'est-à-dire sur... tu vois, quand tu travailles dans ta matinée, il n'y a pas de mal à prendre 20 minutes de pause au milieu. Un cran au-dessus, il n'y a pas de mal dans ta journée à terminer le boulot à une certaine heure et avoir ta soirée. Un cran au-dessus, il n'y a pas de mal à avoir 2 jours dans la semaine où tu ne travailles pas. Et j'ai encore du mal à avoir un cran au-dessus où il n'y a pas de mal à avoir une semaine ou 2 tous les trimestres où tu ne travailles pas. Donc ça, c'est encore quelque chose sur lequel je travaille, mais j'ai déjà vu beaucoup d'améliorations à ce niveau-là. Et c'est ça qui donne la sensation que, vu de l'extérieur, c'est beaucoup moins intense, même si, encore une fois, je mesure mes heures depuis des années. Et mes heures de travail ont continué à augmenter au fil du temps parce que mes habitudes de travail s'amélioraient. J'étais beaucoup plus régulier. Et elles ont seulement commencé à descendre récemment, sur la dernière année, principalement parce que j'ai recruté du monde. Et donc, du coup, il y avait moins de choses à faire, en fait. Et les choses que j'avais à faire étaient plus demandeurs en termes de temps de cerveau. C'est-à-dire que avant, mettons que j'écrivais une page de vente, il faut que je fasse tout le travail de la page de vente, la recherche de marché, l'écriture, la relecture, etc. Et maintenant, il faut que je fasse toute la mise en ligne de la page. Et la mise en ligne de la page, c'est copier-coller les choses, mettre les titres avec la bonne police, etc. C'est pas quelque chose qui demande trop d'énergie. Et donc, bien sûr, c'est quelque chose que je faisais en fin de journée. Et je passais mes 2-3 dernières heures de la journée à faire ce genre de tâches un peu techniques, un peu répétitives, parce qu'il fallait les faire. À partir du moment où ces tâches ont été déléguées, je ne vais pas passer les 2 ou 3 dernières heures de la journée à refaire de l'écriture, parce que ce stade-là, je suis déjà fatigué, j'ai déjà maximisé. Donc, c'est comme ça que la délégation me retire du temps, parce que pas mal de ces tâches que je peux déléguer facilement
ou que je peux commencer par déléguer, les tâches qui sont au départ les plus rapides à déléguer, sont les tâches qui me demandaient pas trop d'énergie créative, et donc les tâches que j'avais tendance à faire en fin de journée. Mais quand ces tâches-là disparaissent, elles sont pas facilement remplacées par d'autres choses. Je pense que là où elles sont en partie remplacées, c'est par tout ce qui est management et réunion. Mais c'est quelque chose sur lequel nous, on est assez minimaliste en interne. Et vraiment, dernièrement, j'essaie vraiment de prendre le minimum d'appels qui sont nécessaires, parce que par contre, les appels, c'est ça, que ça prend vraiment tout cet espace-là où tu n'as pas vraiment l'énergie de vraiment travailler, de vraiment être productif. Tu te passes à faire des appels, à faire des réunions, à discuter de choses. Et je ne considère pas que c'est nécessairement une utilisation optimale de mon temps. Le deuxième point sur lequel j'ai vraiment amélioré, c'est sur tout ce qui est priorisation. Donc ça, c'est quelque chose qui a été graduel, et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec la méthode des plans de 90 jours, mais essentiellement, c'est l'idée qu'à partir du moment où tu sais exactement ce que tu dois faire, tu vas te réaliser que souvent, ce que tu dois faire, c'est les choses que tu as tendance à éviter. C'est la créativité, l'écriture, l'enregistrement, ce genre de choses. Et tu as tendance à graviter vers les choses plus faciles comme les emails, etc. À partir du moment où tu commences vraiment à prioriser les choses, tu vas découvrir que tu ne peux pas travailler 12 heures par jour sur de l'écriture. Tu peux travailler peut-être 3 à 5 heures par jour sur de l'écriture. Et encore, ça veut dire que tu es vraiment quelqu'un qui est un professionnel. Une référence intéressante là-dessus, c'est le bouquin de Stephen King qui s'appelle en anglais On Writing. En français, je crois que c'est Écriture, mémoire d'un métier par Stephen King, où il parle un peu de sa routine d'écriture. Et donc, aucun créatif dans l'histoire de l'humanité n'a été aussi productif que Stephen King. Le mec, il a écrit, je ne sais pas combien de dizaines de bouquins, un truc comme 80 bouquins, c'est hallucinant. Et c'est un mec qui, encore aujourd'hui, ses trucs sont adaptés en film. Tu vois, la période pendant laquelle il a été un des plus grands auteurs, dont les bouquins sont adaptés en film, c'est juste hallucinant. Et en fait, il explique sa routine, et c'est vraiment ça. Il écrit 2000 mots par jour. Ça m'a surpris. Je trouvais que c'était pas tant que ça, parce que moi, je suis capable généralement d'écrire dans ces eaux-là. Pas forcément tous les jours, mais 1500 mots, 2000 mots par jour, c'est un rythme qui est raisonnable pour moi dans une écriture de vidéo, par exemple. Et il va écrire entre 3 et 5 heures par jour. Donc lui, il le définit par rapport au nombre de mots qui est écrit. Donc ça va varier selon les jours, mais c'est dans ces eaux-là. Et c'est quelqu'un qui muscle cette énergie créative depuis des années. Et donc, c'est à peu près à ça que tu peux espérer prétendre au bout d'un certain temps de pratique. Mais au départ, quand tu commences, peut-être que tu as encore moins de temps créatif que ça. Moi, je considère que j'ai à peu près, selon les jours, 3 à 5 heures de temps créatif. Je pense que c'est à peu près l'énergie que j'ai. C'est-à-dire que si je commence le matin, en fin de matinée, je suis un petit peu cramé, quoi. Et il peut m'arriver parfois de dépasser un petit peu sur l'après-midi, mais sur tous les jours où j'ai eu un peu de mal à démarrer le matin, et je sens qu'il faut quand même que je boucle le projet qui est en cours. Et quand tu travailles comme ça, tu vas réaliser que la routine et la régularité, c'est vraiment primordial, parce que c'est ce qui va te permettre de travailler vraiment sur les bonnes choses et d'avoir vraiment cette énergie créative au bon moment sur les bonnes tâches. Et donc, du coup, tu vas devenir un peu obsédé par tout ce qui est la routine et la répétition. Pour terminer, pendant que je préparais cette question, il m'est venu une métaphore que je voudrais partager avec vous. C'est que j'ai réalisé que ça m'a pris des années en fait, de prendre les bonnes habitudes de travail dont je te parle aujourd'hui, les habitudes entrepreneuriales. Ça fait plus de 7 ans, ça va faire bientôt 7 ans plutôt, que je travaille sur ces questions et que je suis devenu entrepreneur. Donc ça m'a pris un bon moment avant d'en arriver là. Et la réflexion que je me suis faite, c'est que c'est un petit peu comme ce film, Un Indien dans la ville, tu vois, où un gars part d'un contexte et départ dans un contexte totalement différent. Donc, Un Indien dans la ville, si vous n'êtes pas de ma génération, c'est l'histoire d'un gamin qui a grandi dans la forêt, je crois, amazonienne, et qui débarque à Paris et qui escalade la Tour Eiffel et qui tire avec des flèches sur des pigeons. C'était un de mes films préférés quand j'étais gamin, j'avais la VHS. Et c'est le scénario typique de l'histoire d'une personne qui est habituée à un certain environnement, se trouve immergée dans un environnement qui est totalement différent. Et si tu imagines quelqu'un de Tarzan qui devient employé de bureau, donc oui, il y a plein de choses qui sont des conventions qui n'ont aucun sens pour lui, quoi. Il doit porter une cravate, il doit tenir des horaires de travail, il doit être dans des réunions, il doit être poli avec des gens avec qui il n'est pas d'accord, il doit jouer un peu la hiérarchie et la politique.
Et je pense que cette découverte de culture et ce choc de culture, il est presque aussi important quand quelqu'un qui est soit un étudiant, soit un employé devient entrepreneur. Il y a tout autant de choses à apprendre. Et là, ça devient l'autodiscipline, comment choisir ses tâches, ses priorités, comment gérer sa santé mentale, comment gérer l'aspect de socialisation quand on travaille un petit peu tout seul de son côté, etc. Il y a énormément de choses à réapprendre. Et ça m'a pris moi des années à l'apprendre. Et je pense qu'il ne faut pas se comparer avec des gens qui sont entrepreneurs depuis longtemps et se dire en jour 1, il faut que j'obtienne le même niveau de routine. Je pense que c'est normal d'avoir son propre process. C'est un changement de culture et de mentalité et d'habitude de travail qui est énorme. Et moi, je l'ai vu sur tous les gens avec qui j'ai travaillé, les gens que j'ai fait venir dans mon équipe, et qui doivent essentiellement apprendre à travailler comme ça, en venant d'un environnement différent. Et une fois que tu l'as appris, tu prends la main et ça devient normal pour toi, mais il ne faut pas sous-estimer l'effort que ça prend de prendre cette habitude-là. Et sur ce point-là, je peux te conseiller d'aller voir la formation gratuite que j'ai faite sur le sujet de la productivité entrepreneuriale qui s'appelle « Devenir un entrepreneur productif ». Et ça se trouve à marketingmania.fr/productif. Ça te parle de 7 emails. Il y a 7 emails qui sont d'ailleurs en vidéo. Donc 7 vidéos qui parlent des grands modèles mentaux, des grandes habitudes, des grands éléments dont tu as besoin pour devenir un entrepreneur qui est productif, notamment en termes de priorisation. C'est des choses que tu as rarement vues ailleurs parce que moi, je suis moins intéressé par les outils, la méthode Pomodoro, etc. Ça ne m'intéresse pas tant que ça parce que je pense que c'est très dépendant de l'individu. Je t'en parlerai, mais c'est très dépendant de l'individu. Ce qui est plus intéressant, c'est les grands principes qui se retrouvent chez tous les entrepreneurs web en particulier, c'est-à-dire généralement des gens qui travaillent depuis chez eux, qui n'ont pas de bureau, qui n'ont pas de patron, qui n'ont pas d'investisseurs et qui doivent fixer leur propre stratégie, leurs propres tâches, leur propre discipline. Donc, le lien pour cette formation gratuite de cette vidéo, c'est marketingmania.fr/productif. La question suivante nous vient de Steven. Le processus d'embauche que vous avez mis au point me semble pertinent. J'aimerais donc en apprendre plus concernant les détails du recrutement. Tout d'abord, quels ont été les filtres qui se sont avérés être les plus efficaces pour écarter un grand nombre de personnes non qualifiées? Ensuite, pourrait-on savoir à quoi ressemblent les projets tests qui ont été donnés aux candidats et combien de temps ont-ils eu pour les rendre? Et pour finir, pourrait-on avoir un listing complet et mis à jour des différentes étapes, des questions et des filtres que vous mettriez en place si d'aventure vous deviez réitérer l'expérience? Un article ou un email détaillé serait par exemple grandement apprécié. Quand j'ai commencé à faire ces FAQ, mon monteur son, qui s'appelle Gilles et que je salue d'ailleurs, m'avait dit que certaines questions avaient l'air fausses. Elles avaient l'air d'avoir été préparées, d'avoir été écrites par nos soins. Et celle-ci, c'est un peu le cas typique de ça, parce qu'en fait, je vous ai passé un extrait de 37 secondes qui est l'ensemble du fichier en fait, que m'a envoyé Steven. Donc, il a été extrêmement concis, extrêmement direct. Il a maximisé vraiment ses chances de passer dans l'émission. Donc, bravo Steven. Et non, pour ceux qui se posent la question, même si ça a l'air très très bien planifié, ce n'est pas nous qui lui avons soufflé cette question. Donc, il y avait 3 questions dans le fichier envoyé par Steven. Le premier, c'était quels étaient les filtres les plus efficaces. Donc, je dirais que le plus important dans un projet de ce type, notamment si tu touches un grand nombre de personnes et tu as une audience qui est assez large, comme c'est le cas de Marketing Mania, c'est que tu veux éliminer les touristes qui ne lisent pas les instructions. Et pour ça, je conseille d'avoir une consigne qui est plus ou moins arbitraire, mais qui demande d'avoir lu en détail l'offre d'emploi. Nous, ce qu'on avait mis, c'était envoyer à telle adresse email l'URL de la seule vidéo de Marketing Mania où Tony Robbins apparaît dans la miniature. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui se plantent à cette question. Donc, ils envoient directement leur CV à l'adresse email qu'on leur a donnée, donc ils n'ont même pas lu les instructions. Ils envoient la mauvaise vidéo, donc ils n'ont même pas fait l'effort de savoir à quoi ressemble Tony Robbins. Ou alors ils vont nous dire il n'y a pas de vidéo avec Tony Robbins sur la chaîne. Donc il ne faut même pas l'effort de vraiment chercher la vidéo. Il n'y a pas tant de vidéos que ça sur la chaîne Marketing Mania. Il y a moins de 100 vidéos. Donc survoler les miniatures de 100 vidéos pour trouver le visage d'un mec, sachant que la plupart des vidéos, de toute manière, il n'y a que moi dans la miniature, c'est pas si compliqué que ça. Donc tu vois qu'il y a des gens qui vont vraiment faire aucun effort de lecture et de compréhension, et au final tu élimines à mon avis plus de la moitié des gens rien qu'avec ce filtre-là. Nous on élimine plus de la moitié des gens qui envoient un email avec ce filtre parce qu'ils envoient soit les mauvais documents, soit la mauvaise vidéo, soit ils n'ont pas trouvé la vidéo, sans compter tous les gens qui n'envoient même pas l'email parce qu'ils ont la flemme d'essayer de trouver Tony Robbins. Donc ça ne nous demande aucun temps parce que bien sûr voir si les gens ont envoyé la bonne URL, ça peut se faire automatiquement. Nous, on avait mis en place un
processus automatique avec une application qui s'appelle Zapier pour filtrer ses emails. Et donc, en fait, on n'avait perdu aucun temps pour filtrer les touristes qui ne lisent pas les instructions. Donc, ça, c'est le filtre le plus efficace. Ensuite, tu as demandé quels étaient les projets tests et combien de temps est-ce que les gens avaient pour les réaliser. La philosophie d'un projet test, c'est que le projet test doit être le plus proche possible des projets que la personne va faire dans son job. Donc, c'est globalement l'idée que tu veux juger les gens sur ce qu'ils font et non pas sur ce qu'ils te disent. Donc, on avait, dans l'occurrence, 2 postes pour lesquels on recrutait. Il y en avait un qui s'appelait assistant éditorial, et c'est quelqu'un qui va travailler sur le contenu, sur les vidéos YouTube, sur le podcast, ce genre de choses. Cette personne avait un projet de recherche pour une vidéo YouTube que j'ai fini par faire, qui était la vidéo YouTube sur PewDiePie. Donc, c'était un projet qui m'intéressait parce que c'était une vidéo que j'avais envie de faire. Donc, j'allais être à même de juger si les informations qu'on me donnait étaient pertinentes ou non par rapport au projet de vidéo que j'avais. Et c'était aussi un projet qui était relativement épineux parce que quand tu vas faire des recherches sur quelqu'un comme PewDiePie, c'est physiquement impossible d'aller voir toutes ses vidéos ou d'aller voir toutes les vidéos qui parlent de lui. Donc, il y a énormément de recherche à faire. Et tu ne peux pas juste être un bon petit élève et compiler un bon petit rapport de recherche. Il y a beaucoup de décisions à prendre en termes de ce qui est important, ce qui n'est pas important, en termes de où passer ton temps de recherche et où ne pas passer ton temps de recherche. Et ça demande beaucoup de jugement en termes de contenu, de ce qui est intéressant à mettre ou non dans la vidéo. Et donc, c'était le projet de test de recherche. Donc, j'avais demandé à la personne de m'envoyer un document Google Doc, qui est le format que j'utilise généralement pour les documents de recherche, avec tous les liens et avec toutes les références. Et ensuite, j'allais juger quel document allait être le plus efficace pour écrire la vidéo. Et c'est un projet de test qui a été extrêmement fructueux dans cette situation. Le deuxième poste était un assistant opérationnel, donc qui allait gérer beaucoup plus de tâches au niveau du support client et aussi au niveau des éléments techniques du business, d'intégration de tel ou tel outil, de mettre en place les choses. Donc ici, on avait demandé un projet qui combinait plein d'outils, qui combinait un outil de capture d'email, un outil d'envoi d'email, un outil comme Zapier pour filtrer les réponses. Donc, une tâche où on savait que la personne n'aurait pas de connaissance de tous les outils en question. Donc, c'était une tâche essentiellement sur la surface de technique, mais surtout, c'était une tâche qui allait voir si tu étais capable de réfléchir de manière critique à un projet, de transformer des instructions en des éléments techniques, de chercher des informations sur un outil pour comprendre comment utiliser cet outil et comment accomplir ce que tu veux faire, sachant que aucune des personnes qui passaient le projet test n'avait la connaissance de l'ensemble des outils. Beaucoup des outils qu'on proposait étaient trop spécifiques pour que les gens aient une expérience directe avec ces outils-là en particulier. Et finalement, on pouvait déterminer quel était le jugement en termes de marketing et en termes de communication sur l'écriture, sur l'expression de la personne. Ces 2 projets tests ont été efficaces pour juger la qualité des candidats. Je pense que le projet test éditorial a été beaucoup plus déterminant que le projet test opérationnel parce que beaucoup de gens avaient fait un très bon job sur le projet test opérationnel où c'était un peu plus difficile de juger. Mais par contre, le deuxième avantage de ce projet test, c'est que tu as maintenant une très bonne base de discussion pour les entretiens avec tes candidats. Donc, tu peux vraiment poser des questions sur le processus de réflexion qu'ils ont suivi pour atteindre un certain résultat par rapport à leur projet test. Donc, ça devient une conversation qui est très concrète. Et plutôt que de demander aux gens des questions à la con du type quelles sont tes 3 meilleures qualités ou quels sont tes 3 plus grands défauts ou voilà, raconte-moi que ferais-tu si tu étais en conflit avec un collègue, où les gens vont dire ce que vous avez envie d'entendre. Et au final, vous sélectionnez pour des employés qui sont très forts en entretien et pas forcément des employés qui sont très forts à la tâche que vous voulez. Ici, vous avez commencé par voir le projet test avant même de faire l'entretien. Donc, il y a bien sûr un biais qui est, on est totalement biaisé par la première chose qu'on voit sur une personne. Et si la première chose que je vois sur la personne, c'est vraiment le projet test. Donc, je suis d'abord biaisé par son travail avant d'être biaisé par ce qu'elle me dit. Et ensuite, je suis capable de lui poser des questions précises sur le projet, sur les décisions qui ont été prises, pourquoi le processus de réflexion, et comprendre vraiment comment cette personne réfléchit, comment cette personne travaille. Et j'en apprends beaucoup plus sur cette personne comme ça qu'en posant des questions abstraites et en faisant des petites énigmes débiles. Moi, je me souviens, il y en avait une qui m'avait beaucoup marqué, c'était combien de balles de tennis on peut mettre dans un Airbus 780. Je ne sais pas si ça existe l'Airbus 780, mettons un certain modèle d'Airbus, quoi. Il fallait essayer de deviner, de calculer. C'était censé être une manière de juger si votre processus de réflexion est sain et vous êtes capable de calculer.
Mais c'est tellement abstrait et déconnecté de la réalité que je ne sais pas exactement ce que ça vous dit. Versus, voilà, explique-moi pourquoi ici tu as décidé de faire ça comme ça plutôt que comme ça. Pourquoi est-ce que tu as décidé de mettre ça en premier? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'utiliser cette fonction plutôt que cette fonction? Et tout d'un coup, vous allez voir si le processus de réflexion de la personne est sain ou non. La question de combien de temps, je pense que le plus important, c'est de donner une limite de temps. Ce qu'on avait choisi, nous, c'était 48 heures sur les projets. Ça me semblait être le bon compromis entre la personne a le temps de se mettre à fond sur le projet et en même temps, il n'y a pas trop d'inégalité. C'est-à-dire que si vous donnez aux gens 2 semaines pour finir le projet, la personne qui bosse va avoir un gros désavantage par rapport à la personne qui bosse pas et qui peut y passer beaucoup plus de temps. 48 heures, c'est le temps d'un week-end, sachant qu'on laissait aux gens la liberté de la date de départ et donc de la date de fin sur un horizon de 2 semaines. Donc les gens pouvaient choisir et décider quand ils commençaient. Donc ils pouvaient commencer ça le samedi matin et rendre le dimanche soir si ils le souhaitaient. Troisième et dernière question qui était mentionnée par Steven, c'était quel était le listing complet des étapes pour le recrutement. Je vais le donner là à l'oral. Tu avais proposé, Steven, de faire un article, mais on ne fait pas vraiment d'article ou un email. On fera peut-être un jour un email ou un contenu là-dessus. Voilà, sachant que on ne va pas non plus essayer de dire que Marketing Mania est l'expert du recrutement. Je veux dire, j'ai recruté 3 personnes à plein temps et ça fonctionne bien et ça fonctionne pour nous. Et je pense que pour les gens qui se reconnaissent dans ma manière de faire, c'est intéressant. Voilà, donc ce que je te conseille de faire, c'est de lire le livre sur lequel moi je me suis basé pour définir ce process qui s'appelle Who. Donc c'est comme le mot anglais, WHO, de Geoff Smart. Et la principale chose que tu vas avoir dans ce livre, c'est ton étape 1. Et l'étape 1, c'est de définir clairement le poste, les tâches, les compétences et les traits de personnalité qui sont recherchés. Et ça, c'est un travail que beaucoup de gens ignorent. Ils ont une notion plus ou moins précise de la personne qui recherche et du poste et des tâches qui vont être faites. Faire le job de le définir très concrètement et au final de passer des heures vraiment à écrire le poste, à lister l'ensemble des tâches, à lister l'ensemble des compétences, à faire le travail que tu as eu dans Who, ça te permet de définir quelque chose que lui appelle une scorecard, donc une feuille de score. Je ne sais pas quelle serait la meilleure traduction. Imagine que tu es au mini-golf et que tu as une feuille où tu écris les scores. C'est cette idée. Et donc, tu as un certain nombre de tâches, un certain nombre de responsabilités, un certain nombre de compétences qui est recherché, la personnalité de la personne. Donc ensuite, tu peux reprendre ce condensé du job et le comparer à tes candidats. Puisque au final, quand tu vas évaluer un candidat, tu vas facilement être biaisé par ton affinité par rapport à la personne. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des candidats avec qui j'avais une bonne affinité, qui étaient des gens cool et que j'appréciais, que j'avais envie d'aider, mais qui ne correspondaient pas au job. Typiquement, on avait le cas d'un candidat qui était vraiment quelqu'un que j'appréciais personnellement, que je trouvais qu'il y avait une super énergie, un très bon mindset, etc. Mais n'avait pas vraiment ce sens du détail que je recherchais. Et quand je voyais par rapport à ma scorecard, je me dis, voilà, les 3 compétences que je cherche ici, c'est rigueur, sens du détail et empathie. Cette personne a beaucoup d'énergie, beaucoup de mindset, beaucoup de volonté, beaucoup d'ambition. Mais sur ces 3 éléments particuliers que je recherche pour ce poste en particulier, c'est pas la meilleure personne. Et ça te donne une objectivité, notamment de le faire en amont. Ça te donne un point de référence et un document sur lequel tu peux te référer. Et si tu dois prendre des décisions avec plusieurs personnes au sein de la décision d'embauche, ça te donne aussi une base sur laquelle tu peux discuter. Étape numéro 2, et je mentionne bien sûr qu'on a beaucoup d'étapes dans notre processus. Il y a 7 étapes dans notre processus qu'on a utilisé parce que on a beaucoup de candidats, donc il y a besoin de les filtrer. C'est le filtre anti-touriste, ce que je t'ai donné tout à l'heure. C'était une question qui est facile à résoudre si tu lis les instructions, mais qui va éliminer tous les gens qui ne lisent pas les instructions. 3e étape, le questionnaire. Et ici, on avait fait un seul questionnaire. Si je devais refaire, j'en ferais 2. Pourquoi ? Parce qu'on avait un questionnaire qui était long, qui prenait du temps à répondre, qui prenait du temps à lire. Et en fait, on s'apercevait parfois qu'en lisant la première question, on s'apercevait que cette personne, elle n'avait aucune chance de passer. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui n'avaient pas un orthographe qui était bon, qui n'avaient pas une ponctuation qui était correcte, qui n'avaient pas une réflexion qui était profonde. On s'en apercevait en 2 secondes. Et au final, on avait fait remplir à cette personne tout un long questionnaire qui n'était pas forcément nécessaire. Donc, on aura un questionnaire premier qui serait une manière de filtrer les gens, non plus les touristes qui ne lisent pas les instructions, mais cette fois-ci les gens qui n'ont pas les compétences de base qu'on recherche.
Et si je dirais qu'on aurait 3 questions au maximum et on aurait un score de pass ou fail. Donc les gens sont soit éliminés à cette étape, soit ils passent à l'étape suivante. Je dirais qu'une question type ici, c'est voilà un email, répondez à cet email client. Et essayez de réfléchir à votre propre réponse. Et on voit directement les gens qui ont vraiment réfléchi à la situation du client et qui ont vraiment tapé une réponse claire et bien communiquée et polie et sans trop de fautes d'orthographe. Et les gens qui ont à peine pris l'effort de sortir les doigts et de répondre à la question. Donc on peut filtrer beaucoup de gens en fait avec 3 questions très simples qui disent est-ce que cette personne a les compétences de base pour qu'on ait envie de la faire passer à l'étape suivante. Et ensuite, étape numéro 4, on a un deuxième questionnaire et là on va faire ce que nous on a fait dans notre seul questionnaire cette fois-ci, c'est-à-dire chercher qui sont les candidats excellents. Et là on va avoir beaucoup plus de questions et on va noter les candidats sur une échelle de 1 à 5. Et dans le processus de recrutement que nous on a fait, en fait on était 2, du coup Paul a fait l'ensemble des réponses, a lu l'ensemble des réponses et a noté sur 1 à 5, et moi aussi j'ai noté de 1 à 5, et on a fait une moyenne, et en fait les gens qui sont passés généralement à l'étape 2 sont les gens qui, aux yeux de Paul et de moi-même, avaient eu un 5 parfait partout. Donc il y avait des gens qui avaient 4,5, mais soit ils avaient 4,5, soit ils avaient 5, pour passer à l'étape suivante ici. Donc ici, on va uniquement sélectionner les gens qui sont excellents par rapport à nos critères. Et bien sûr, ici, les questions qui vont être incluses dans le questionnaire viennent directement de ton scorecard qui a été défini dans l'étape numéro 1. Donc si dans ton étape numéro 1, tu as un truc qui est « je veux une personne qui réfléchit de manière rigoureuse, qui a ce sens du détail », bah, tu vas mettre en place des questions qui vont tester pour ça. Si tes questions, c'était comme par exemple dans l'assistant éditorial qu'on avait, la capacité à réfléchir de manière créative et à trouver de nouvelles idées, on allait poser des questions du type, voilà, à ton avis, quelles seraient 3 bonnes idées de vidéo pour la chaîne YouTube Marketing Mania. Et si la personne me dit, voilà, bah, tu pourrais faire une vidéo sur comment faire un bon site web, et tu pourrais faire une vidéo sur comment gagner de l'argent facilement, et on a vraiment des suggestions qui étaient vraiment de niveau 1. Et tu sais bien que je posterai jamais ce type de vidéo sur ma chaîne et qu'il n'y a aucune créativité. Et en ce moment, on avait des gens qui nous disaient, bah, tiens, voilà, j'ai vu telle pub et je trouverais que ça c'est intéressant de l'analyser, ou des gens qui allaient vraiment chercher. Donc on pouvait ici voir qui étaient les candidats excellents qui répondaient parfaitement aux questions qu'on leur avait données. Et je pense que c'est en un sens plus juste de le faire dans un questionnaire comme celui-ci que de le faire dans un entretien directement, parce qu'un entretien, encore une fois, c'est biaisé envers les gens qui sont très à l'aise pour répondre sur le tas à une question qui leur est posée. Donc maintenant qu'on a nos candidats excellents, on va les faire passer au projet de test. Et le projet de test, on va seulement accepter entre 1 à 5 personnes grand maximum. En l'occurrence, on en avait 3 par poste. On va ensuite trouver les gens qui ont fait les meilleurs projets de test et leur faire passer un entretien. Parfois, on va faire passer un entretien à toutes les personnes qui ont soumis un projet de test. Parfois, il y a un projet de test qui est au-dessus des autres et on va faire l'entretien en premier. À ce stade-là, on sait énormément de choses sur la personne. Donc, le niveau de pression qui se trouve dans l'entretien, le niveau d'enjeu qui se trouve dans l'entretien est largement inférieur à ce que tu trouves généralement dans un job. Et j'ai vu une fois quelqu'un décrire l'entretien comme étant le weirdo test. Donc, c'est le test pour éliminer les gens bizarres, les gens avec qui tu t'entends pas essentiellement. Tu veux être sûr que tu t'entends avec la personne avant de la recruter et que vous êtes alignés sur la vision. Et tu veux aussi gagner un sens de ses motivations et de ce qui la pousse vers l'avant et de ce qui lui donne envie de travailler avec toi. Et tout ça, tu l'auras bien mieux dans un entretien. Mais tu as déjà établi ses compétences. Tu as déjà en main un projet test excellent de cette personne. Donc, c'est que cette personne est compétente et tu veux savoir maintenant si vous allez pouvoir vous entendre sur le projet et si les motivations de la personne sont alignées avec toi, ce que tu veux faire, et si tu penses qu'il y a un match en termes de personnalité. Finalement, une fois que tu as tous ces éléments-là, tu vas prendre une décision sur la personne que tu vas recruter ou non, et tu as terminé ton process. Donc, la décision, c'est l'étape numéro 7. Tu remarqueras que dans tout cet élément-là, je ne fais aucune sélection sur le CV, sur les études, tout ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Pour moi, ce n'est pas un bon indicateur de la compétence que peuvent avoir les gens, et je pense que mon questionnaire est beaucoup plus efficace pour trouver les gens qui sont compétents qu'un CV, et le projet test est des années-lumière de tout ce que je pourrais avoir dans un entretien, par exemple, juste en parlant à la personne et en essayant de trouver quelles étaient ses expériences. Ça me permet aussi d'être moins biaisé envers les gens qui sont forts en entretien,
Ça permet d'être biaisé envers les gens qui sont capables d'exécuter un projet et de s'autodiscipliner pour faire un projet test. Ça demande quand même de l'énergie, ça demande quand même de l'implication. Tu sais que la personne qui arrive au bout de ce projet test est une personne qui est capable de bien se discipliner pour travailler. Donc, je résume les 7 étapes directement. Première étape, c'est de définir clairement le poste, les tâches, les compétences et les traits de personnalité qui sont recherchés. Deuxième étape, c'est le filtre anti-touriste. Troisième étape, c'est un premier questionnaire qui va filtrer sur les compétences de base. Quatrième étape, c'est un second questionnaire qui va être noté sur 5 et filtrer les candidats excellents. La cinquième étape, c'est le projet test. La sixième étape, c'est les entretiens. La septième étape, c'est la décision. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cette nouvelle FAQ. Dans cette FAQ, on a bien sûr parlé de productivité, on a parlé de délégation, on a parlé de comment gérer son équipe. Ma meilleure ressource sur la productivité, c'est le guide « Comment devenir un entrepreneur productif ». C'est cette vidéo qui vous a envoyé directement dans votre boîte mail qui vous parle de comment être efficace quand vous devenez entrepreneur, comment apprendre ces compétences de productivité qui sont indispensables pour tout entrepreneur, mais qu'on n'a jamais appris à l'école, qu'on n'a jamais appris dans nos emplois traditionnels, parce que c'est des compétences qui sont différentes, c'est une manière de travailler qui est différente, qu'il faut réapprendre pour être entrepreneur. C'est quelque chose dont relativement peu de gens parlent, et comme en marketing, eh bien, on parle uniquement des petites tactiques de surface, et pas vraiment des compétences profondes. Et moi, ce que je voudrais vous apporter dans cette série d'emails et de vidéos, c'est les compétences profondes. Qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir mettre aujourd'hui des habitudes de travail qui vont vous accompagner dans le reste de votre carrière? Parce que moi, aujourd'hui, je suis totalement investi dans cette carrière. C'est-à-dire que je ne vais pas me reconvertir et je ne vais pas me mettre à travailler chez Danone. Ça veut dire que pour le restant de ma vie, je vais travailler dans ce mode de travail qui est différent de ce que mes parents ont connu, de ce que mes grands-parents ont connu, et je dois apprendre comment structurer ça. Et si vous aussi, vous démarrez aujourd'hui un business et vous lancez un business et vous allez en vivre, eh bien vous allez passer probablement le reste de votre vie à travailler de cette manière-là. Et je pense que c'est vraiment la peine d'investir aujourd'hui dans ces compétences de travail pour devenir plus productif, pour donner le maximum de chances à votre business de réussir, pour maintenir votre santé mentale et gagner cet équilibre dans votre vie. Je peux vous dire clairement que moi, ce n'est pas quelque chose qui était inné pour moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre en tirant sur différentes ressources, en parlant à de nombreux entrepreneurs, en faisant des erreurs et des essais. Et je vais vous partager le meilleur de ce que j'ai appris dans cette formation gratuite qui se trouve à l'adresse marketingmania.fr/productif. Ça s'appelle « Devenir un entrepreneur productif ». Tous mes conseils pour appliquer ces meilleures pratiques, ces bonnes routines, les choses dont les autres gourous d'entrepreneuriat ne vous parlent pas trop parce qu'ils sont plus sur les petites tactiques, la méthode Pomodoro, couper les notifications. Pour moi, tout ça, c'est la base. Pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre de manière profonde votre psychologie, votre priorisation, votre stratégie, de mettre en place les bonnes habitudes qui vont être durables et vous accompagner sur les 10, 15, 20 prochaines années. Donc, ça se trouve à l'adresse marketingmania.fr/productif. Bien sûr, si vous avez d'autres questions pour moi qui pourraient être intéressantes pour la FAQ, je réponds bien sûr pas à toutes les questions qui sont envoyées à l'adresse FAQ, mais je les lis toutes et je sélectionne celles qui m'intéressent le plus par rapport aux épisodes qui sont en préparation. L'adresse, c'est faq@marketingmania.fr pour poser vos questions. Vous envoyez votre question au format texte, essayez de la garder courte et concise, ou alors vous pouvez l'envoyer au format audio de moins d'une minute, qui est le format que je privilégie, et la plupart des questions audio finissent par passer dans l'émission. Si votre question a été envoyée par le passé et n'est jamais passée dans l'émission, il est possible que je me la garde sous le coude ou que je l'ai filtrée d'une manière ou d'une autre. Donc, pas besoin de renvoyer les questions qui ont déjà été envoyées parce qu'elles sont dans un Trello qui commence à avoir pas mal de questions d'ailleurs et pourront être passées plus tard. Mais si vous avez de nouvelles questions sur ce que je vous ai dit aujourd'hui, sur le business en général, sur le marketing, des questions sur un autre podcast que j'ai fait, vous pouvez les envoyer à faq@marketingmania.fr. Sur ce, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout du bout de mon appel à l'action. Je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.